Écoutez, aujourd'hui, nous accueillons Mario Paumé, des auteurs que vous connaissez peut-être ou pas déjà. Pareil, mais je m'en fais plus. Ça peut arriver. Hein. J'ai changé sa méthode. Rage de l'alcool. J'ai caché ça aussi pendant des années. L'alcool quand on est jeune, il est caché quand on est jeune. L'équipe. Je vais les deux. C'est bon. Ouais. Bien, alors je vais commencer par Marie. J'ai préparé quelques petites questions comme ça, pour aller un peu plus vite. Donc bonjour Marie, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Marie Holm, je suis autrice de littérature jeunesse et scénariste de bande dessinée, publiée depuis une grosse dizaine d'années maintenant. Voilà, et j'ai écrit aussi des histoires pour la presse jeunesse. Tu collabores aussi avec nos auteurs? Alors des illustrateurs, voilà. Pas avec des auteurs écrivains comme... Bonjour Frédéric. Alors toi-même, tu es qui? C'est toi, tu as des choses aussi. J'ai des choses, je ne sais pas. Moi, je suis Frédéric Montelet, donc je suis écrivain et scénariste de bande dessinée. J'ai aussi écrit pour le théâtre, pour l'animation, un petit peu. Pour des spectacles, etc. Je suis un peu comédien parfois. Et puis, puisque tu as parlé des questions IA, j'ai été président de la Ligue des auteurs professionnels pendant 2 ans et demi. Et je suis encore président d'honneur de la Ligue, en charge des questions d'intelligence artificielle. Une question qu'on va aborder aussi en fin de table. Alors en quoi consiste un atelier en résidence? Puisque actuellement tu es en résidence. Par rapport aux ateliers, que tu as fait récemment avec les médiathèques? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc je suis allée sur 3 lieux, donc des médiathèques, 2 médiathèques et un médiabus, pour proposer des ateliers aux enfants, mais pas que, puisque Rabastens c'est ouvert aussi aux adultes. On a créé une bande dessinée, de A à Z, pendant une après-midi. Donc sur une planche. Oui, de A à Z, c'est ça qui est intéressant, de partir de la situation initiale et de développer l'histoire jusqu'à sa réalisation. Voilà. Ouais. Jusqu'à son issue. Frédéric, j'ai lu quelque part que tu as poursuivi des études de mathématiques, parce que ça on n'a pas abordé. Tu étais professeur aussi? Oui, alors, pendant un certain temps, mais c'était plutôt un malentendu qu'un métier. Hein. C'est plus un malentendu, parce que tu voulais être mousquetaire à ce moment-là aussi. Ouais, en fait, j'ai commencé à écrire assez jeune, au collège, voilà, mais à aucun moment en me disant que ça pouvait être un métier, ou que c'était même une envie en fait, à dire ouais, parce que quand je suis au collège, les auteurs que je connais, ils sont gros, vieux, chauves et morts, quoi. Donc, c'est pas très engageant quand on a 13 ans, quoi. Et ceci, je me rapproche de cet état. J'ai quand même pris du poids, j'ai perdu des cheveux, j'ai la barbe, voilà. Mais je n'étais pas très fort en français, mais j'étais assez fort en maths. Donc, j'ai fait des études de mathématiques. Je voulais être chercheur en mathématiques. Et dans mon parcours en chemin voilà, vers ça, comme je me suis retrouvé à être juste une place un peu trop loin pour avoir une bourse, pour pouvoir faire une thèse, etc. J'ai passé les concours de l'éducation nationale pour revenir à l'université. C'était ça le plan de départ. Sauf qu'en fait, ça correspondait pas tellement à ce que j'étais. Et donc le jour où j'ai passé l'oral du concours, je me suis dit qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Moi, je ne vais pas faire ça et je vais écrire des histoires. Mais j'écrivais déjà beaucoup en fait. J'écrivais du théâtre beaucoup et je jouais sur scène. Voilà. Donc j'ai quand même été prof pendant quand même quelques temps, parce que déjà il fallait nourrir ma femme qui faisait des études qui n'en finissait plus, vraiment très exagéré. Après ça m'a permis par contre d'arrêter et de faire écrivain qui ne gagnait pas sa vie, pendant que ma femme, avec ses études, pouvait me nourrir. On a fait un échange, c'était un peu donnant-donnant. Voilà. Mais non, c'était un métier pour lequel je n'étais pas fait, et j'étais très, très nul comme prof. Parfois, il y a une époque sur Facebook où on voyait genre des copies d'élèves et des machins, ou des trucs avec marqué les profs ont pété les plombs, etc. Bon, c'est des vrais trucs, parce qu'une fois, dans un truc comme ça, j'avais un des trucs, c'est moi qui l'avais fait.
c'est moi qui avais posé un sujet de brevet blanc complètement délirant à des gamins. Et donc il s'avère qu'en fait c'était très rigolo. Le sujet était très rigolo, c'est-à-dire sur Roméo et Juliette et tout. C'était super pour les enfants qui étaient très très forts en maths. Pour ceux qui étaient très nuls, de toute façon, ça les faisait rire parce qu'ils ne savaient pas faire les exercices, donc pour moi c'était déjà ça le prix. Pour les 90% du milieu, c'était une catastrophe parce qu'ils étaient complètement perdus, ils se demandaient pourquoi ils me parlent de Roméo et Juliette, qu'est-ce que c'est ce truc. Moi je croyais que c'était de la trigonométrie, l'exercice, voilà. Et voilà. Donc quand j'ai arrêté, ça a fait plaisir à tout le monde, hein, quand même. Les enfants, les profs, les directeurs d'école. Par contre, on s'aperçoit aussi beaucoup plus tard que les mathématiques sont aussi importantes dans les constructions d'une bande dessinée. Les règles de géométrie, de choses comme ça, pour construire. Pas en tant que scénariste, en tant que dessinateur plutôt. Moi, je sais pas, je me base pas trop sur les mathématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la construction. On passe aux mathématiques appliquées quand on fait de la bande dessinée. Il faut faire un cadrage, Oui. il faut quand même choisir des plans de caméra, des choses comme ça. Oui, Donc, voilà. on rentre quand même dans du calcul. Oui, Chose qu'on oublie un peu quand on est enfant, justement, parce qu'on n'a pas la pratique, l'application en fait, de tout ce qu'on nous dans la tête. Non ? En tout cas, moi, c'est sûr que dans mon travail, je suis déformé par ma formation initiale en partie, et donc je suis assez carré quand même. C'est-à-dire dans ma construction de scénario, il peut m'arriver de commencer sans savoir où je vais, et puis voilà, ça m'arrive. Même encore, ça peut m'arriver, mais je suis vraiment plutôt très très structuré, et j'ai une approche assez structuraliste du travail sur le scénario. Qu'est-ce que je mets, comment on ouvre, etc., et comment ça s'imbrique. Et ça vient vraiment de ma formation, je pense, de départ. Mais il y a des tas de gens qui fonctionnent très différemment et qui font des trucs beaucoup mieux que moi. Donc, mais c'est vrai que je sens qu'il y a... Et il y a un truc très avantageux, par contre, dans les mathématiques, c'est que je sais très bien calculer mes droits d'auteur. Donc, voilà. Un contrat, une révision de droit, etc., un papier URSAF, je comprends ce qu'il y a écrit normalement. Donc, voilà. Ça peut aider, oui. Exactement. Quand on a la calculette, ça va plus vite. Alors que moi, je vais réfléchir plus sur la construction visuelle de ma planche. Oui. Pour moi, si j'ai une scène qui doit durer 5 ou 6 cases, je vais faire de sorte que ça prenne tant de place et de mettre cette case plus grosse que l'autre parce que je veux lui donner plus d'importance à un élément. Et moi, je vais partir sur plus une construction de tableau, plus le côté artistique. Bon, moi, les maths, je suis nulle. J'ai jamais rien compris. On m'a mal expliqué. J'ai pas eu de problème. Voilà. En quatrième, ma première note, elle était sous la moyenne. Et après, j'étais en stress pour avoir 10 à la fin du trimestre. Alors, c'était galère quand même. J'en ai passé 5 en mathématiques. Voilà. Donc, je réfléchis pas en termes mathématiques. Mais par contre, oui, après, je suis très structurée dans le sens où je ne vais pas partir n'importe comment dans mon histoire. Et alors j'aimerais qu'on aborde aussi avec toi, Marie, tu animes actuellement donc un atelier sensibilisation par rapport sur le thème de l'eau. Oui, hein, médiathèque de Puy-Gouzon. à Puy-Gouzon, voilà. Donc ça c'est il y a le département du Tarn, Oui, sur la protection, la valorisation de l'eau. c'est ça. Et donc tu peux nous en parler un peu de ça? Alors ce programme-là, c'est le département qui a décidé de faire une valorisation de l'eau auprès de toutes les communes. Et quand j'ai proposé un atelier à la médiathèque, ils m'ont dit on va travailler sur ce thème-là parce que pour nous, pour valoriser l'environnement, c'est ce projet-là qui est lancé par le département. Donc on va aller sur ce thème-là, sur cette thématique. Et on a décidé donc de se voir lors de 6 séances avec les enfants qui sont inscrits pour les 6 séances et qui chacun des enfants va écrire une petite BD de 2 planches sur leur façon de protéger l'eau. On fait une BD complète, un album avec un fil rouge, un personnage. Donc il y aura un album au final. Au final, il y a un album. Oui. Avec toutes ces planches qui ont été réalisées. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que va devenir cet objet? Est-ce qu'il sera diffusé? Alors normalement, il doit être distribué à tous les enfants de l'école primaire de la commune. Et ensuite, suivant l'argent qu'ils auront et ce qu'ils peuvent imprimer, ce sera diffusé plus largement, mais sur la commune. Ah, c'est uniquement sur les communes? Oui, parce qu'en fait, le département ne finance pas l'atelier. D'accord. Donc il n'y a pas une diffusion plus large au niveau de... Non, normalement, des avions, des choses c'est pas... comme ça.
Ouais. Faire de la com sur ce thème-là, qui est d'actualité en plus. Au moins dans les médiathèques, La médiathèque ou à minima. après c'est Mais voilà, Déjà. pourquoi pas. aboutir le projet. Et puis, à la rigueur, c'est peut-être un premier pas. Après, Voilà. peut-être le département peut être intéressé en se disant on l'ouvre sur les communes du Tarn et on invite des auteurs à faire ce même genre de travail. Pour faire On décale là aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça. Oui, Hein. c'est comme ça. C'est toujours petit pas, on ouvre une petite porte, puis une autre On porte. voit comment ça se passe, on finance. Arrête. Et puis après, on voit si on ouvrir les vannes, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai lu quelque part aussi qu'avec Aniki, tu as donc 3 albums à ce jour ou 5 11. Ah ouais, je suis donc tu as franchi un cap important pour toi, puisque en fait ce sont des albums où il n'y a aucun texte. Ouais. Donc c'est vraiment totalement imagé. Donc là c'est vraiment un travail de caméraman quelque part. Ouais, de mise en scène. Le langage non verbal, de mise en scène. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu cette collection? Alors, en fait, bon, j'ai fait beaucoup de livres avec Stéphane Sénégas. D'ailleurs, mon premier livre, c'était avec Stéphane Sénégas, qui est là, qui regarde pour voir si je dis pas des bêtises. Mais on a commencé ensemble à travailler en littérature de jeunesse et on avait quand même envie de faire de la bande dessinée tous les deux. On avait tous les deux une inquiétude qui était une question de légitimité, quoi. On n'arrivait pas à... Lui ne se sentait pas assez légitime dans son dessin pour se lancer dans la BD, ce qui était probablement un tort. Et moi, je ne me sentais pas assez légitime dans l'écriture pour me lancer dans des grands projets de bande dessinée non plus. Et on avait décidé de travailler sur des albums illustrés, mais sans texte, mais purement illustrés. Et de fil en aiguille, ce projet a fini par devenir une bande dessinée, mais ce qui n'était pas tout à fait prévu au départ. Et c'était pas du tout prévu pour que ce soit une série. On avait prévu de faire un livre. On one shot. C'était tout, quoi, voilà. Et en fait, c'était assez intéressant parce que dans l'écriture, il y a toujours des choses dont on est conscient et des choses dont on n'est pas conscient, et des raisons pour lesquelles on fait les choses. Et dans Anouki, c'est l'histoire d'un petit Indien qui, en gros, se va dans la forêt. Il a des problèmes avec ses copains et avec ses animaux, et les problèmes doivent être réglés par les enfants eux-mêmes. Il n'y a pas un adulte qui vient leur dire « Ah non, t'as pas été gentil, ah non, ceci, ah non, cela ». Et en fait, on s'est rendu compte, mais un peu plus tard, que en fait, fondamentalement, ça vient de notre propre enfance, c'est-à-dire qu'on était tous les deux des enfants assez seuls, avec des parents absents, et qu'on partait dans la campagne, ce qui se fait plus aujourd'hui, mais le mercredi après-midi, on partait à 14h, on rentrait c'était 20h, on était dans la forêt, voilà. Et il y a cet aspect-là assez personnel, et le fait que tous les deux, un des rares moments qu'on avait avec notre père, on habitait à 200 km de l'autre, hein, mais c'était quand on regardait sa cartoon, où il y a Canal+, il y avait des dessins animés. Et finalement, on n'était pas conscient, mais la raison pour laquelle on a fait ce bouquin, c'est ça, parce qu'en fait, on fait du dessin animé muet en bande dessinée, quoi. Et c'est vachement intéressant, c'est très intéressant finalement, c'est les premières BD que j'ai faites, et ça fait que je pense que j'ai une approche de la mise en scène qui est différente que si j'avais commencé par écrire des albums avec du texte, pour le coup. Je suis très très attentif à la narration sans texte, même s'il y a du texte dans les albums, en fait. Donc c'est hyper formateur, hyper intéressant à faire. On s'est beaucoup amusé, puisqu'on a fait finalement, on a fait 11. Donc, j'étais censé en faire un 12e, là. Stéphane m'a dit qu'il fallait que je fasse un 2e scénario. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est une pause peut-être aussi. On a eu une petite pause aussi parce qu'à un moment donné, Stéphane s'est lancé à faire Lucien, à faire l'épouvantail avec Philippe Pélel, qui sort dans quelques mois. Ouais, juin, je crois, par là. Ouais. Et ça, c'est des projets qui bouffent un temps infini, quoi. C'est 1 an et demi de boulot à chaque fois. Et donc, rentrer à l'intérieur la création de notre album, c'est pas toujours évident. Mais là, il a envie de revenir un peu à ça et d'en refaire un, parce qu'il faire une respiration aussi dans ces gros albums en noir et blanc, de mettre un peu de couleur et les Indiens qui tombent par terre. Voilà. Donc, mais c'est une chouette expérience et un vrai apprentissage d'écriture très intéressant. Bon, c'est très chaud. Donc, je vous invite à les découvrir aussi. Ils sont en librairie. Ouais. Si vous connaissez sur Andal. Et probablement à la médiathèque, il y a des chances.
Marie, j'ai une petite question. Oui, c'est aujourd'hui dimanche. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de cette petite fille? Oui, donc c'est l'histoire d'Hélène qui a été internée avec sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale au camp de concentration pour femmes de Brest, qui était juste à côté de Gaillac. Donc, quand on arrive à Gaillac, par le pont de l'abbaye Saint-Michel, sur la gauche, il y a un grand mur tagué avec une toute petite stèle en bas, où il y a écrit d'ailleurs garage à louer, parce que le propriétaire a récupéré son terrain, parce que en fait le camp au départ est réquisitionné par le préfet pour la construction du pont. Et l'artisan qui arrive construit ses baraques pour ses ouvriers. Et ça c'est juste avant la Première Guerre mondiale, et quand éclate la guerre, le pont est fini, mais le préfet dit je garde ça, parce que avant de partir, tu me construis 10 baraques de plus, les Espagnols arrivent. Donc au départ, le camp, c'est un camp de réfugiés espagnols essentiellement. Voilà, tout à fait. Et quelques réfugiés qui descendent aussi par la Belgique et qui fuient le nazisme allemand. Et en 1942, quand Hitler envahit la France, à ce moment-là, on ferme tout et ça devient comme concentration. Donc les réfugiés sont envoyés dans d'autres camps, type Argelès, etc. Et on fait descendre les femmes qui étaient à Rieucros en Lozère, parce que les conditions climatiques extrêmes de Lozère font que ça ne se passe pas bien du tout. Et qu'ils ont même peur qu'il y ait une révolte, puisque les femmes qui sont enfermées sont des indésirables. Voilà. Donc, et comme ils n'avaient pas trop envie qu'elles lèvent la voix, on ferme le camp de Rieucros et on les envoie à Brest. Donc là, il va y avoir plus de 1000 femmes qui vont être internées, de 15 nationalités différentes. Et en août et en septembre 1942, les Juifs vont être raflés et envoyés en camp d'extermination. Et le camp reste actif jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, les femmes sont libérées. Et ensuite, on va s'en servir comme beaucoup de camps, parce que c'est des camps qui ont servi pour certains jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, comme à Rivesaltes par exemple. Là, ça va servir pour les prisonniers allemands d'abord, et puis après pour mettre les traîtres qui ont collaboré, et également les femmes qui ont cotisé avec la nazie, etc. Et après, c'est fermé définitivement. Et rendu au propriétaire. Voilà. Donc on ne peut pas le visiter. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler, parce que c'est quand même quelque chose d'historique. Oui, mais personne ne s'en souvient. Personne ne s'en souvient. Voilà. Même à Gaillac, si vous interviewez des gens, pour ceux qui s'en souviennent, c'était soit un camp de réfugiés espagnols, voilà, mais pour eux c'est resté ça, ou alors un orphelinat, ce qui n'a absolument rien à voir, mais oui, il n'y a pas du tout... Vous voulez que les gens comprennent que c'est tranquille. Oui, voilà, et puis parce que sur... Quand vous êtes ignorant, il y a ça, et puis ça n'a pas été transmis parce que sur la population locale, il y a beaucoup de gens qui, dans leur famille, avaient des personnes qui étaient de près ou de loin en lien avec le camp. Soit parce qu'ils donnaient des vivres, soit parce qu'il y avait une gardienne du camp qui appartenait à une famille de Gaillac. Voilà. C'est honteux. Voilà, donc on en parle pas. Et toi, tu as quand même fait le choix dans ton écriture de le rencontrer, de le raconter à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est parce que tu voulais raccrocher ce truc-là à ce devoir de mémoire, en quelque sorte, que tu as... Parce que quand on rentre dans ton livre, on le rentre par l'extérieur, par le temps présent, la découverte de la scène, etc. Voilà, comment j'ai découvert le camp. Oui, c'était important pour moi parce que du coup, ça permet de faire ce lien, de dire aujourd'hui, on a ce devoir d'aller chercher des informations et d'aller retrouver ce qui s'est passé. Et puis, c'est un sujet d'actualité. Moi, quand je vais dans les écoles, dans les collèges ou dans les lycées, je le rapproche toujours à ce qui se passe dans les camps de réfugiés aujourd'hui, dans le nord de la France. Voilà, la façon dont sont accueillis les réfugiés, accueillis avec beaucoup de guillemets, hein, parce que ça ressemble vraiment à ce
qui s'est passé à l'époque, quand on voit quand même qu'au jour d'aujourd'hui, les associations sont interdites à des données de la nourriture à des personnes qui ont... Ça aussi, c'est quand même important de se dire, ces gens-là ont dû tout quitter. Et ça peut nous arriver demain. Bien sûr, oui. Voilà. Du jour au lendemain, on peut tout perdre et devoir partir à l'autre bout du monde, quitter ses amis, sa famille, son travail, sa maison, sa culture, ses racines, tout. Et se retrouver de l'autre côté. Et comment on nous accueille là-bas? Voilà, ça n'a pas beaucoup changé. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus les barbelés parce que l'histoire, malheureusement, se répète aussi. C'est ça. Et ça se Donc, répète parce que... on ne tire pas des leçons de ça. Ben oui. On met toujours les gens au même résultat. Parce qu'il n'y a pas cette transmission. Il n'y a pas cette transmission. Il y a des ruptures dans la transmission. C'est pour ça que parler de ces lieux, c'est C'est important.